de nouveau dans le French Tech Hug d'Auxilio. Aujourd'hui, on accueille Mathias et Pierre-Luc et bien évidemment le fondateur d'Auxilio, Louis, qui est ici aussi. Je vais vous partager mon écran. On va tout de suite découvrir le sujet qu'on aborde. Vous le savez déjà tous et toutes. Je pense qu'il n'y a pas de surprise sur ça. Vous vous êtes déjà inscrites. Aujourd'hui, on va parler de comment scaler un processus de vente avec le Sales Hub, enfin HubSpot en général, et grâce à tout l'écosystème qui gravite autour de la marque et de la plateforme HubSpot. Sans plus tarder, je présente Louis et moi-même. Louis, je te laisse te présenter rapidement. Oui, très rapidement. Donc, comme Emmanuel l'a dit, je suis le fondateur d'Auxilio. Merci d'être là aujourd'hui. Ça fait super plaisir. C'est ça. Je suis un passionné d'HubSpot. Ceux qui sont déjà venus à nos hugs le savent. Je m'intéresse énormément à cette plateforme-là, comment l'adapter aux besoins des entreprises. Et j'en dirai pas plus sur moi pour nous laisser discuter de notre sujet d'aujourd'hui. Merci Louis. Quant à moi, c'est Emmanuel. Je travaille pour Auxilio depuis 4 ans maintenant. Donc, on est des spécialistes HubSpot, notamment sur le RevOps, Revenue Operations, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment sur tous les pans du RevOps. On travaille autant sur des processus marketing, des processus de vente, des processus de Customer Success. Le but, c'est d'éviter de travailler en silo pour optimiser les revenus grâce à HubSpot et à l'écosystème HubSpot dont on va parler aujourd'hui. Petite information, si vous voulez poser des questions ou interagir, il y a le chat, donc n'hésitez pas à nous envoyer des questions directement. Et Louis fera la prise de questions. Voilà. Et on va tout de suite présenter nos invités, puisqu'aujourd'hui, c'est eux qui vont parler HubSpot principalement, et surtout sur les processus, comment scaler nos revenus grâce à l'écosystème. Donc, je laisse peut-être Mathias se présenter en premier. Oui, bonjour à tous, ravi d'être là aujourd'hui. Donc, je me présente, Mathias Saint-Jean. Je suis responsable de la génération de demandes chez Unito, donc Demand Generation en bon anglais. Donc, passionné par l'alignement entre le marketing et les ventes. Unito utilise HubSpot depuis sa création, donc ça fait une petite dizaine d'années déjà. Et pour information, Unito est un SaaS qui propose une synchronisation bidirectionnelle et en temps réel entre les outils SaaS. Voilà, donc on a une 60aine de connecteurs et on a une plateforme d'intégration. Voilà, donc ravi de pouvoir échanger sur ce sujet-là aujourd'hui. Merci Mathias, très beau produit Unito, puis merci pour la présentation. Pierre-Luc, je te laisse y aller. Oui. Donc, Pierre-Luc Charbonneau, vice-président, cofondateur d'Opkio. Je suis un gars de réseau depuis une bonne vingtaine d'années, spécialiste en télécommunications. Donc, Opkio existe maintenant depuis 2018. C'est un projet là, que j'avais en tête depuis 2015. Puis, Opkio, c'est un SaaS également qui développe une solution de surveillance de la performance du réseau et des applications web. Donc, on a des clients entreprises de moyenne à très grande taille qui veulent surveiller la performance de leurs usagers vers Internet à partir de leurs différents sites qui utilisent notre plateforme pour faire ça. Puis, on est un SaaS pure play avec une vision inbound qui utilise Opkio qui utilise HubSpot depuis pratiquement le début aussi. Parfait, merci Pierre-Luc. Vous avez devancé tous les deux plus ou moins la prochaine question. Donc aujourd'hui, pour tous et toutes, on va parler plus vente qu'autre chose. Mais la vente étant liée, bien entendu, à plein d'autres éléments, plein d'autres tactiques, on va peut-être un petit peu aussi élargir. Donc, avant de commencer, vous l'avez un petit peu dit, surtout Pierre-Luc, depuis quand vous utilisez HubSpot et pourquoi avoir choisi HubSpot? Peut-être que ce n'est pas vous-même qui l'avez choisi dans l'entreprise, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous dire comment cette décision a été prise par le passé, si vous le savez, bien évidemment. Je commence par toi, Pierre-Luc, vu que tu disais que ça fait déjà quelques années que vous êtes équipé d'HubSpot. Et aussi peut-être préciser les hubs que vous utilisez. OK, parfait. Donc, dans une ancienne vie, disons-le comme ça, j'ai été un power user NetSuite pendant depuis les débuts de NetSuite. J'avais connu plusieurs limitations, frustrations. Donc, à la fondation d'Opkio, on a roulé avec Excel pendant 3 mois peut-être, à peine. On a vite senti le besoin d'avoir un CRM.
Je suis retourné au marché, chose que je n'avais pas faite depuis un certain temps là, pour voir c'était quoi les CRM qui étaient disponibles. Il y a eu un coup de cœur assez rapide avec HubSpot parce qu'il y avait leur outil de CRM gratuit, là, fait que leur aspect marketing d'attirer des startups avec le premier outil qui était le CRM gratuit a très bien fonctionné pour nous parce qu'on a été capable de travailler 12 à 18 mois là, avec le CRM gratuit. Après un certain temps, on a atteint des limitations. On était une startup, on s'est fait certifier startup, puis on a réussi à commencer à utiliser d'autres licences de HubSpot avec le programme Startup qui nous a donné un rabais substantiel de 90% la première année, 75% la deuxième année, 50% je vais de mémoire. Puis après ça, ça a été graduel comme ça. Donc, ça nous a permis d'adhérer à la plateforme plus rapidement. Donc, on utilise la plateforme professionnelle principalement pour la partie marketing et vente. Ok, super, merci. Merci beaucoup. Est-ce que Mathias, tu veux nous donner un petit aperçu de HubSpot chez Unito? Bien sûr. Donc, c'est un petit peu la même histoire pour Unito au départ, c'est-à-dire qu'ils se sont lancés sur la version gratuite du CRM et du Marketing Hub. Les choses se sont accélérées il y a 4 ou 5 ans où on a décidé d'intégrer l'ensemble des activités de la boîte sur HubSpot. Donc, aujourd'hui, on tourne sur ce qu'ils appellent leur Enterprise Suite et on a toutes les équipes marketing, vente, support et opérationnel qui utilisent HubSpot. Donc, on est vraiment, l'ensemble des activités sont intégrées dans HubSpot. Pourquoi HubSpot? Moi, personnellement, j'étais dans une ancienne vie aussi plutôt sur du Marketo Salesforce. Donc, évidemment, de gros enjeux à devoir connecter et aligner les données, les process. Et ben, HubSpot, ce problème-là est réglé d'emblée, c'est-à-dire que par design, on a l'ensemble des datas qui sont accessibles pour tout le monde. Et on peut du coup aligner l'ensemble des équipes opérationnelles. Donc, je vais les reciter, marketing, vente et support notamment, les faire travailler au même endroit, accéder aux mêmes données. Et du coup, c'est une facilité assez déconcertante pour pouvoir aligner tout ce beau monde au sein de notre CRM. Ok, super. Merci à tous les deux, sachant que dans le passé, évidemment, vous n'avez pas travaillé que sur HubSpot, on le citait tout à l'heure, mais il y a eu d'autres CRM ou d'autres outils de marketing automation que vous utilisiez. Donc, depuis quelques années, l'entreprise où vous travaillez a choisi HubSpot et on va voir si vous en êtes satisfait par la suite. On va en parler un petit peu de tout ça. Petite précision avant de passer à la question suivante, j'ai activé vos possibilités d'intervenir. J'ai trouvé comment faire. Donc, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Vous pouvez lever la main. Je vois qu'il y en a certains qui essayent déjà ou dans le chat directement. Alors, on passe un petit peu plus au cœur du sujet. Donc, pas d'outils sans stratégie. Oui, ça paraît logique. Quelle est votre stratégie pour générer du revenu avec HubSpot? Alors, c'est une question bien large que je pose là aujourd'hui. J'aimerais plutôt déjà savoir quelle est, pour commencer, la composition de vos équipes. Quand je parle équipe, je parle plus équipe customer oriented, donc marketing effectivement, plus les équipes de vente. Est-ce que vous avez de l'outbound? Est-ce que vous avez de l'inbound? Est-ce que vous avez de l'ABM, etc. Donc, nous donner un petit aperçu de l'organisation de vos équipes en interne, comment les équipes vont chercher du revenu, et ensuite nous dire un petit peu les leviers qui sont mis en place pour aller chercher ces revenus justement. Donc, l'organisation de vos équipes et les leviers que vous avez testés. Vous êtes tous les deux des startups, je ne crois pas me tromper en disant ça. Donc, je suppose que vous testez quand même pas mal de choses. Ça change très vite. Donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous avez mis en place pour aller optimiser vos revenus et chercher de l'argent, le cœur de la guerre, pardon. On va peut-être commencer par Mathias. Est-ce que tu es OK pour y aller? Je peux me lancer, allons-y. D'abord, notre organisation en termes d'équipe. Donc, vous allez le voir, je vais encore parler d'alignement entre le marketing et les ventes, toujours. Donc, me concernant, nous, on a une équipe d'Imagen qui est composée à la fois de marketeurs qui sont responsables de l'acquisition et de l'engagement de nos leads. Donc, c'est des profils performance marketers. Mais j'ai aussi dans mon équipe nos BDR, nos BizDev Reps, dont l'objectif est bien évidemment d'aller qualifier un maximum de leads marketing, mais aussi d'aller prospecter de leur côté. À côté de ça, notre équipe de vente est composée de, non pas des qualifiers, mais de closers, donc des account exécutifs qui, eux, prennent le relais des deals qui sont générés par le marketing et qualifiés par les BDR.
Peut-être les stratégies de vente que l'on a mis en place avec HubSpot. Je vais rapidement toucher du doigt les deux principaux processus qu'on a en place parce qu'ils sont quand même fondamentalement différents. Donc, tout un premier pan de notre génération de revenus provient d'un modèle qui est, je vais l'appeler inbound. Donc, on a effectivement un flux de contacts qui vont souscrire à notre produit gratuitement, qui vont l'essayer gratuitement pendant 2 semaines. Et là, la mission, entre guillemets, ça va être d'intercepter le bon pourcentage de ces prospects-là qui utilisent le produit gratuitement pour les connecter avec notre force de vente, avec cette idée que on va essayer d'aller les chercher au bon moment, au bon endroit dans leur expérience du produit et encore une fois, connecter avec eux. Bon, pour ce faire, on a un système de scoring assez sophistiqué qu'on a mis en place dans HubSpot qui permet d'automatiser la détection de ces 5%, si vous voulez, de prospects qui sont plus intéressants, plus chauds que les autres. Et ce processus-là permet derrière d'automatiquement aussi plugger cette activité ou ce scoring aux séquences de vente. Donc, on a tout un processus end-to-end qui permet, grâce au scoring, de détecter les bons prospects, grâce au workflow et aux séquences d'HubSpot, d'avoir des vendeurs derrière qui puissent envoyer leur email automatisé et customisé en fonction de ce scoring. Donc ça, c'est la premier processus de vente que l'on a en place. C'est très simplifié, mais c'est un peu l'idée. Et puis derrière, on a un système de vente que je qualifierais plus de traditionnel, où là, on ne va pas attendre que les prospects utilisent notre outil, mais nos marketeurs vont essayer d'aller générer cette demande en haut du funnel d'une autre manière. Et là, on est sur un système où on va mettre en place des landing pages avec HubSpot. On va connecter ça avec Google sur les ads et sur les moteurs de recherche. Et on va essayer de générer un maximum de meetings pour nos BDR. Donc, landing page, remplissage de formulaire. Le BDR prend le meeting, le qualifie. Et si tout se passe bien, le passe à notre account exécutif pour le plaisir. Ok, donc si je résume plus peut-être sur le deuxième processus, vous allez les personnes chargées d'aller chercher des leads, donc les BDR, ce que tu appelles les BDR, donc les biz développeurs représentatifs, I guess que c'est ça en bon français, Oui. D'aller chercher via des landing pages qui sont spécifiquement faites pour eux, puis ensuite d'aller booker un meeting. Est-ce que c'est ça l'objectif? Complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mes BDR sont commissionnés aussi sur le nombre de meetings qu'ils vont aller chercher. Donc, évidemment, le marketing, comme on a une équipe qui aligne marketing et vente dans son design, j'ai à la fois des marketeurs de la performance et des BDR dans la même équipe. Donc, on a un lien qui est très, très fort là-dessus. Ils récupèrent un maximum de leads marketing, mais aussi en tant que bons biz-dev, ils vont eux-mêmes aussi aller chercher leur propre business, essayer de générer leur propre meeting via des activités de prospecting. Donc là, je touche à un autre pan d'utilisation d'HubSpot via des activités de prospecting, mais je pense qu'on en discutera un peu plus tard. Ok. Donc, l'objectif, c'est de remplir le pipeline de vente des account exécutives et de leur donner le plus de meetings qualifiés possible. Quand tu parlais de scoring, je suppose que c'est le côté qualification, justement. Ça, c'est la brique marketing qui permet de faire le triage quand on a un large volume, effectivement, de prospects. Donc, on fait un mélange de scoring démographique, comportemental sur le site Internet et aussi un scoring basé sur l'utilisation de l'outil qu'ils sont en train de faire. D'accord. Motion inbound. Super, merci beaucoup. Pierre-Luc, alors je vois qu'il y a une petite question, on la prendra juste après que Pierre-Luc nous ait répondu. Je vais orienter un petit peu plus la question pour toi, Pierre-Luc, donc peut-être quand même nous donner un aperçu de l'organisation que vous avez en interne, quand même au niveau des équipes, des tactiques que vous mettez en place. Est-ce que c'est plus de l'inbound? Est-ce que c'est plus de l'ABM, de l'outbound? Et peut-être nous donner vraiment les métriques que tu regardes côté vente, côté revenu. OK. Puis peut-être parce que Mathias et moi, on a des business avec des sales process un peu similaires, je vais rajouter une dimension de temps peut-être, là. Quand on a commencé, on a travaillé avec Excel pendant quelques semaines. On a ensuite travaillé avec le CRM. À ce moment-là, c'était beaucoup du outbound très traditionnel, relationnel. En fait, je rappelais beaucoup d'anciens clients, d'anciennes connaissances. Après ça, quand on a commencé avec HubSpot, ça a été encore du outreach. On a utilisé les séquences, vraiment l'ABC, la méthode assez traditionnelle là, pour générer des séquences du outreach jusqu'à environ 2 ans d'âge de la compagnie.
Il faut dire qu'à ce moment-là, j'étais vraiment la seule personne et en vente et en marketing, donc qui faisait l'intégration d'HubSpot. Le premier employé que je suis allé chercher dans mon équipe, c'est pas une personne de vente, c'est une personne de marketing qui était. On avait essayé plein de choses en marketing, puis ce qui semblait fonctionner le mieux, c'était vraiment la création de contenu. Donc, on s'est positionné très rapidement là, il y a 4 ans avec une stratégie SEO. On avait essayé des ads, on avait essayé un paquet d'autres channels marketing, puis dans notre milieu, nos compétiteurs sont trop établis, trop grands, trop de notoriété, trop de budget. Donc, la création de contenu puis le SEO est rapidement devenu là, la priorité. Ça a pris environ 2 ans avant de vraiment avoir un retour sur investissement au niveau de la stratégie SEO. Donc, début 2022, là, on a commencé à avoir vraiment des leads qui rentraient. Puis à ce moment-là, c'était artisanal, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin de beaucoup de processus d'automatisation parce que le volume n'était pas là. Chez Opkio, on a un peu cette philosophie-là. Là. On commence tout de façon artisanale, puis on industrialise pour essayer de gagner du temps quand ça devient profitable de le faire. Donc, il y a environ un peu plus de 2 ans maintenant, on est vraiment devenu un peu hybride, c'est-à-dire vraiment outbound et inbound. On essaie d'être outbound en réutilisant des case studies, toujours avec les stratégies de séquence, mais on a de plus en plus de contenu et de méthodologie pour essayer de cibler nos gens en outbound. Puis le processus est assez simple. C'est des séquences, des appels, puis on book des démos en outbound principalement avec les appels et beaucoup moins avec les outils. Les outils, les séquences, tout ça. On s'en sert beaucoup comme carte de visite pour ouvrir une porte. Puis surtout pour les suivis, là, c'est très, très efficace à partir du moment où un début de relation a commencé à être établi avec les clients. Là, notre success rate augmente énormément là, au niveau de la productivité puis de la communication avec les clients. Au niveau du inbound, semblable un peu, c'est-à-dire qu'on a des dizaines de milliers de visiteurs qui viennent sur notre site web. Comme nous, le problème qu'on règle, c'est des problèmes de performance réseau. C'est vraiment pas exclusif aux personas qu'on target, c'est-à-dire des ingénieurs réseau en entreprise ou des directeurs TI. Donc, il y a 95% des visiteurs qui viennent sur notre site web qui ne sont pas qualifiés. Il y a un bon travail à faire pour identifier qui est qualifié, puis c'est encore le système de scoring qui est fait. Donc, on a des scores basés sur l'information qu'on collecte au niveau des formulaires, basés sur l'utilisation des gens sur notre site web et dans notre plateforme. Donc, puis on est à notre 2e ou 3e itération là, du système de scoring. C'est quelque chose qui est en constante évolution. Les métriques qu'on regarde, c'est le nombre de visiteurs sur le site web. Ensuite, le nombre de MQL. Donc, le scoring, ce qui nous amène, en fait, c'est de produire des MQL. Quand on a des MQL, ils sont assignés de façon round-robin à nos équipes. Mais là, nos équipes sont constituées de Solution Architect, Account Executive, BDR, puis des personnes de marketing là, qui s'occupent de création de contenu et de toute la gestion là, des processus puis de l'automatisation avec moi. Donc, à partir du moment où on a des MQL, c'est assigné à des account executives pour qu'il y ait un processus de qualification manuel. Ensuite, il y a une stratégie d'outreach qui est faite, c'est-à-dire on essaie d'engager. On a une période de 14 jours d'essai gratuit. Une grosse partie des leads qui sont générés viennent des personnes qui s'inscrivent à la période d'essai gratuite. Puis ces gens-là sont souvent dérangés, donc ils ne réussissent pas toujours à compléter, mais donc on renvoie le processus vers le BDR qui, lui, va essayer d'aller comprendre les raisons qui ont amené ces gens-là à venir chez nous, quel était le problème qui était derrière, est-ce qu'on peut les aider. Puis à partir du moment où on a engagé, là, c'est vraiment l'account executive qui est responsable de la relation puis du bas du pipeline, là, c'est-à-dire on va passer par une démo, un onboarding personnalisé, une revue de trial, avant la signature d'une entente, comme chacune des étapes du funnel et des activités à l'intérieur des étapes sont trackées chez nous. Puis après ça, finalement, c'est les revenus, bien entendu. Ok, super. Merci pour la réponse très complète. Tu as commencé à l'aborder. On a une question de Robinson qui nous disait
comment, en gros, on établit un scoring. Alors, je ne sais pas si ta question est exactement dans ce sens-là, Robinson, mais on va partir sur ça. Sur quels critères, en fait, vous établissez un scoring? Puis je vais peut-être passer la parole à Mathias, sans aller vraiment dans la profondeur de chacun des critères, mais sur quoi, globalement, vous basez votre scoring? Tout à fait. Alors, nous, personnellement, on a décidé de construire un scoring qui va puiser, si vous voulez, ces critères, ces activités dans 3 piliers qui sont différents. Donc, le premier, c'est la manière dont il utilise notre outil quand il l'utilise de manière gratuite. Donc, on a un certain nombre d'événements qui sont plugués à notre CRM et qui permettent de dire, ah bah tiens, telle personne a une expérience produit qui se passe bien, donc on va leur donner plus de points. Donc, ça, c'est le premier pilier. Le deuxième, qui est plus traditionnel, c'est les données démographiques. Donc là, on enrichit les données sur le contact en utilisant un certain nombre d'outils qui nous permettent de détecter l'industrie, la taille d'entreprise, la seniorité. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Et enfin, le troisième, que j'appelle marketing/comportemental. Là, c'est la manière dont ces contacts interagissent avec notre site internet ou nos landing pages. Donc, un exemple serait, tiens, ils ont visité la page pricing, je vais leur donner évidemment plus de points que les autres. On prend ces 3 jeux de données, je les pondère d'une manière très, très spécifique ensemble, et ça permet derrière de trier et d'arriver à 5% des contacts qui, sur le papier, sont ceux qui utilisent le mieux le produit, qui matchent le plus notre profil idéal de client et qui se comportent de la manière la plus active et engagée sur notre écosystème. Ok, donc 3 typologies de critères sociodémographiques, comportementaux et aux côtés de l'entreprise aussi, c'est ça? L'utilisation du Sur l'utilisation. Ok, super. Est-ce que vous êtes un peu dans la même vibe, Pierre-Luc, de votre côté? Ça se ressemble étrangement. Donc, on a aussi du input de notre application qui est connecté directement avec HubSpot qui nous donne, par exemple, si oui ou non la personne a réussi à compléter avec succès son processus de onboarding. Donc, on a un paramètre spécifique là-dedans qui nous amène des points. Pour nous, je rajouterais peut-être, tu sais, quand on parlait de démographie ou des facteurs démographiques, l'aspect persona, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment le bon utilisateur parce que, comme je l'ai mentionné tantôt, quelqu'un aux finances, tu sais, pourrait avoir des problèmes réseau à la maison puis s'identifier comme un profil business, mais c'est clairement pas la bonne personne. Donc, est-ce que c'est le bon persona, là? Est-ce que c'est quelqu'un en tech? Donc, on lui donne des points pour ça. Est-ce que pour nous, les industries, on est assez global, fait que c'est plus une question de taille. Les petites entreprises ou les très petites entreprises ont un moins bon fit là, avec notre solution pour une question de coût. Donc, on va aussi en fonction de la taille. Donc, démographie sur l'entreprise et l'usager, le produit, puis ensuite le behavior directement au niveau le behavior de l'usager, que ce soit sur le site web aussi, là, avec des outils externes qui nous donnent l'information. Ce qui est intéressant dans vos 2 cas, je crois, c'est que le côté un peu critères sociodémographiques, ça va autant prendre de l'information sur l'entreprise en elle-même, donc la taille de l'entreprise, et cetera, que sur le contact qui est lié à l'entreprise. Puis ça, c'est intéressant aussi parce que c'est un mélange des 2 qui fait que votre contact atteint un bon scoring pour passer à l'étape d'après. Donc, c'est pas uniquement, bah tiens, je parle au decision maker, ok, cool, mais le decision maker, si c'est une petite entreprise, bon, il va pas m'intéresser. Ou à l'inverse, si je suis dans une grosse entreprise, je vois qu'elle rentre dans mes critères, il y a plus de 1000 employés, c'est une entreprise qui m'intéresse, c'est une cible, mais finalement, dedans, vous parlez à des gens qui sont pas en prise de décision ou des gens qui n'y connaissent pas tant au niveau des réseaux pour Opkio ou au niveau des connexions d'outils pour Unito, pardon. Donc, il faut vraiment, c'est à la croisée des 2 mondes, en fait. Et ça, c'est intéressant. Peut-être juste finir sur ça, parce que je vois que le temps passe. Est-ce que c'est pas trop compliqué, justement, d'allier ces 2 critères? Côté, on va chercher des informations sur l'entreprise et on va chercher des informations sur le contact pour essayer de qualifier les 2, puis de le faire passer à l'étape suivante. Pierre-Luc. Sur l'entreprise, c'est très facile, je dirais. Là. HubSpot enrichit l'information. Pour les plus grandes entreprises, c'est encore plus facile. Il y a plein d'outils là, qui peuvent venir complémenter ça. Pour les individus, si on ne force pas l'utilisation d'un nom de domaine business, des fois, ça peut devenir plus difficile là, d'identifier quel est l'individu. Donc, on leur pose des questions spécifiques.
on leur permet de ne pas avoir des profils business, mais dans ce cas-là, ils s'identifient comme éducationnels. Ça peut être des étudiants qui font un stage, ça peut être des gens qui font une démarche personnelle. Puis, étrangement, peut-être, là, si je peux partager sur le sujet, donc on a business, éducationnel puis personnel là, dans les types d'usage. Puis 99% là, des clients qu'on signe s'identifient comme des gens business. On signe très, très peu de gens. Quand les gens s'identifient de façon éducationnelle, c'est parce que c'est une université quelque part, tu sais, puis qui s'identifient comme dans le secteur de l'éducation. Mais les gens sont plutôt honnêtes. Ça peut paraître surprenant, mais on pose des questions puis les gens répondent. Donc, Tant mieux. C'est pour eux aussi que vous le faites. Mais puis justement, on pose des questions. Je ne sais pas si Mathias, tu voulais rajouter quelque chose pour Ouais, ça. peut-être rapidement, je vais peut-être retourner un petit peu ta question. Je pense qu'en tant qu'organisation, marketing et vente, c'est important de savoir après quel type de société, compagnie on va aller et après quel type de contact on va aller. Donc là, on touche à toute la matière comme l'ICP, comme les personas. Puis je dirais, avant même de rentrer dans les considérations de l'outil, il faut qu'il y ait un bel alignement en interne sur, notamment entre le marketing et les ventes, entre le product marketing et les ventes, sur quel type de société on veut chasser ou à qui on veut parler, et évidemment quel type de contact et de persona. Après, dans HubSpot, c'est rendu assez simple grâce justement à la bonne structure qu'il y a entre les contacts et les compagnies. On peut en permanence jouer avec l'association des deux jeux de données, effectivement, pour refléter cette stratégie. Merci pour vos précisions. On va passer à la slide suivante et on va répondre à ta question. Hassan qui nous demande, c'est juste après, on va en parler, qui nous demande pour l'enrichissement, est-ce que HubSpot Insight est suffisant ou est-ce que vous utilisez d'autres types d'outils? On va y arriver. Je repartage mon écran pour aller sur la slide suivante, qu'on a quand même pas mal couverte déjà. Donc, votre processus de vente, vous nous l'avez expliqué. On ne va pas passer plus de temps dessus. Par contre, moi, j'ai plus une question quant à l'utilisation de l'outil dans l'organisation. Comment vous avez fait en sorte finalement que l'outil prenne bien à travers vos différentes équipes de vente? Donc on parlait des équipes de BDR, on parlait des account exécutives. Est-ce qu'il y a eu des irritants à des moments? Si oui, on est là pour en parler. Quels étaient les irritants? Comment vous avez essayé de soigner ces irritants pour faire en sorte que vraiment vos équipes utilisent HubSpot correctement à son plein potentiel et aligné avec ce que vous avez mis en place dans l'outil, bien évidemment. Puis là, je vais... Pierre-Luc, vas-y, si tu es OK. Oui, ben, premièrement, toutes les activités de vente se font dans HubSpot. Les appels, c'est la plateforme. Les courriels, c'est Synké. Si je fais un suivi avec quelqu'un de l'équipe des ventes qui dit oh oui, j'ai envoyé un message sur LinkedIn, si ce n'est pas dans HubSpot, ça n'existe pas. C'est écrit dans les contrats de travail que les activités doivent être faites dans HubSpot. Le reporting se fait dans HubSpot. Les commissions sont faites en fonction des activités. Puis donc, il y a des enjeux, il y a l'aspect salarial aussi, de rémunération qui est directement là-dedans. Mais quelque chose que j'ai appris avec le temps, c'est qu'un CRM, c'est pas fait ou ça ne devrait pas être bâti pour éduquer une équipe de management, mais ça devrait vraiment être un outil pour aider les utilisateurs, là, les vendeurs, les gens de marketing. Donc, quand les gens l'utilisent bien puis qu'on les aide à faire un bon reporting, l'outil les sert vraiment. C'est-à-dire que la to-do list d'un account exécutif ou la to-do list d'un BDR, elle se crée elle-même en fonction des activités. Si on a appelé quelqu'un il y a 2 jours, ben, il disparaît de ton to-do list pendant X nombre de temps. Donc, on a tweaké la façon dont le reporting se fait pour s'assurer que le top of the list, les activités soient vraiment pertinentes puis que ce soit les plus importantes. Donc, ça les sert énormément. Puis c'est comme ça qu'on s'assure que les gens utilisent la plateforme. Ok, j'aime beaucoup. Puis Louis l'a mis dans le chat. Si ce n'est pas dans HubSpot, ça n'existe pas. Exactement. On va te citer lors des prochains Hugs, je pense. Mais j'aime bien l'approche aussi quand tu dis prouver que ça leur sert à eux, en fait. Prouver que c'est pour les aider au quotidien. Donc, quand tu parles des BDR, qu'on leur liste tous les jours de clients à recontacter, de prospects, c'est ça, c'est leur montrer la valeur que ça va créer dans leur quotidien, le temps que ça va leur faire gagner. Donc, Mathias, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ça?
Alors déjà, traditionnellement, c'est dur. Les CRM sont un peu compliqués pour les vendeurs en termes d'adoption et de prise en main. Donc ça, HubSpot, moi, je vois toujours le symptôme, hein, des vendeurs qui ont soit pas du mal à l'utiliser, hein, mais qui vont finalement utiliser que ce qui les arrange, que ce qui leur permet, si tu veux, de faire leur travail. Mais ce que je voudrais peut-être mettre en avant là-dessus, ce challenge-là, il est rendu un petit peu plus facile avec une plateforme comme HubSpot parce qu'il y a différentes manières d'arriver à la même fin en permanence. C'est-à-dire que je n'arrive pas auprès de mes vendeurs en leur disant il faut que tu utilises HubSpot comme ça. Donc, de manière similaire à Pierre-Luc, évidemment, si c'est dans HubSpot, ça existe. Si ça n'est pas, ça n'existe pas. Ça, c'est garanti, quoi qu'il arrive. Mais la manière dont mes BDR travaillent dans HubSpot, ça, c'est eux qui vont le décider. Ils veulent utiliser une liste, ils vont utiliser une liste. Ils veulent utiliser une vue de contact, ils vont utiliser la vue de contact. S'ils veulent utiliser le Prospecting Workspace dans HubSpot, ils vont l'utiliser aussi. Donc, j'aime beaucoup cette versatilité de la plateforme qui permet effectivement de réguler ces problèmes d'adoption. C'est-à-dire qu'un vendeur, encore une fois, aura toujours de la misère à prendre ses notes correctement dans le CRM, à refléter toute son activité. Mais avoir une plateforme qui est flexible et souple de cette manière-là permet finalement de refléter le caractère de chaque vendeur dans une manière différente d'utiliser. Voilà. Ouais. Puis finalement, chez nous, c'est aussi de l'enablement en permanence. Donc, il faut rappeler les bonnes pratiques en permanence. Il faut rappeler les enjeux en fonction du reporting aussi. Un truc tout bête, hein, mais si le vendeur ne complète pas l'outcome d'un meeting, donc est-ce que le meeting a été complété ou non, derrière, le reporting est rendu très, très compliqué. Donc, ce type de chasse sera toujours existante. Ouais. Il y a des choses qui ne changeront jamais. Mais j'aime bien, comme tu décris, Mathias, que l'outil, en fait, il s'utilise un peu, les vues, en tout cas, ou la manière que tu as de traiter ton quotidien. C'est un petit peu comme ils veulent, dès que l'information est contenue dans HubSpot. Après, ils sont un petit peu libres, finalement, comme tu disais, soit d'utiliser des vues, soit d'utiliser l'espace de prospection, soit peu importe là. Mais en tout cas, vous êtes un peu plus peut-être flexible sur ça. Et puis, dernière question sur ce sujet. Bon, il y a des habitudes qui ne se changent jamais. On sait qu'il faut souvent courir après les sales reps pour qu'ils remplissent des informations, etc. Est-ce qu'il y a un peu une formule magique pour leur dire « Hey !» un peu ce que tu disais, Pierre-Luc, tant que c'est pas dans HubSpot, ça n'existe pas, mais guys, c'est à vous de faire ça, là, c'est à vous de remplir l'information. Comment on force ça, si je puis dire? Moi, j'ai un truc assez simple, là. J'ai toute une série de rapports qui sont envoyés par courriel de façon hebdomadaire et mensuelle. À tous les lundis matins, 7 heures, ils savent que je reçois les rapports et qu'ils reçoivent les mêmes rapports. Fait que quand il y a des deals qui n'ont pas de contact owner, quand il y a des meetings qui n'ont pas d'outcome, donc tout ça, il y a des rapports qui sortent. Fait que tout ce qui est à des statuts unknown, c'est pas long le lundi matin, là, je vois que les statuts, je fais un refresh puis mon rapport se met à jour magiquement parce que les gens savent que je suis sensible à ce comportement-là. Puis l'autre chose, c'est qu'ils savent qu'on travaille aussi très fort dans la plateforme pour créer de l'automatisation pour les aider. Donc là, nous, à chaque fois qu'on vient pour faire de l'automatisation, c'est est-ce que ça aide vraiment? Est-ce que ça va générer des faux positifs, là, c'est-à-dire des gens qui changent de statut ou on a travaillé ensemble là, sur des réponses à des séquences qui étaient des out of office. Quand je reçois un out of office, est-ce que je dis que j'ai connecté avec la personne, des choses. Donc, à chaque fois, on réfléchit, est-ce que ça l'aide vraiment les gens? Est-ce que l'automatisation va venir nous créer de la productivité? Puis ça, l'équipe est quand même assez conscientisée. On essaie d'éliminer le plus possible les interventions manuelles. Donc, ça fait que les gens apprécient l'outil. Ils ne sont pas obligés d'aller constamment là, entrer des dates statiques pour faire des changements de statut, là, que ce soit de life cycle stage ou de lead status, par exemple, pour faire descendre les leads dans le pipeline de vente. Ok, super. Je propose qu'on passe à la slide suivante, à part si Mathias, tu avais quelque chose à dire ou c'est OK pour toi?
C'est OK, je voulais juste dire que nous, les vendeurs, que ce soit leur commission ou parfois on a des programmes d'incentive, des accélérateurs de performance, tout ça va dépendre justement de la manière dont ils traquent leurs activités. Donc à la fin de la journée, c'est un petit peu vite dit, hein, mais on est une petite structure aussi, c'est plus facile. Si vous voulez être payé, vendeur, ou si vous voulez toucher vos chèques et vos commissions, à vous de faire en sorte qu'on puisse traquer vos activités et en général. Donc ça fonctionne assez bien. Ok, super. Je vous propose qu'on accélère, on prendra les autres questions à la fin s'il nous reste un petit peu de temps. Merci beaucoup pour tout ça et on va parler donc de l'écosystème, notamment pour reprendre la question de Hassen tout à l'heure qui posait la question est-ce que vous avez d'autres outils d'enrichissement de données. Donc c'est quoi un petit peu l'écosystème au niveau des outils que vous utilisez dans HubSpot, mais l'écosystème ne s'arrête pas à des outils. Il y a aussi tout l'écosystème d'aide à côté, donc humain, la community HubSpot, les partenaires HubSpot et j'en passe. Donc, on va commencer par le côté outils. Quels sont les outils que vous avez intégrés, connectés à votre plateforme HubSpot pour aller un petit peu un cran au-dessus? Je commence par Mathias, donc si tu veux bien. Avec grand plaisir. Donc, je vais commencer par parler de l'enrichissement des données, effectivement. Nous, chez Unito, on a décidé de mettre nos œufs dans différents paniers parce que c'est un sujet qui est assez sensible, on dépend beaucoup de la data. Donc, on a un peu du mal à ne dépendre que d'une source d'enrichissement. Donc, on a construit tout un écosystème où on est connecté avec du Zoom Info pour l'enrichissement de data, mais aussi avec du Sixsense et du Clearbit. Donc, 3 outils qui font de l'enrichissement de data. On est sur des plans qui sont plus ou moins start-up. Donc, Clearbit, par exemple, on paye que $100 et quelques par mois. C'est pas très cher. Et ça nous permet derrière de comparer, évidemment, les datas que nous renseigne HubSpot de manière native. On essaie de comparer ça en permanence avec du Zoom Info, du Sixsense et du Clearbit. En termes aussi d'outils, très rapidement, peut-être parler de l'intégration avec Zoom. Donc, nous, tous nos meetings clients sont enregistrés sur Zoom. On connecte ça à HubSpot, puis ça a une valeur qui est inestimable pour nous, fait que les calls eux-mêmes sont du coup enregistrés sur la plateforme et derrière, on peut aller revoir ces appels-là et on peut même construire des playlists de coaching avec ces appels-là. Donc aujourd'hui, c'est utilisé par tout le monde, donc c'est évidemment utilisé par nos vendeurs pour qu'ils comprennent ce qu'ils peuvent améliorer, mais c'est aussi utilisé par nos équipes produits et voire même par nos prestataires externes quand ils veulent comprendre un petit peu comment on fonctionne. Il n'y a rien de plus simple pour nous que de partager une playlist d'appels et de recording. Mais le plus important, je vais quand même passer un peu plus de temps dessus, c'est évidemment la communauté, mais aussi des partenaires comme vous, Oxio. Au fil du temps, moi j'ai appris que quand on travaille dans les opérations, bien souvent on se sent assez seul, on se sent un petit peu mis dans le coin. C'est extrêmement important de challenger les perspectives en travaillant avec un partenaire. Je ne dis pas que c'est une recette que tout le monde doit appliquer, bien sûr, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai appris à apprécier au fil du temps et qui est devenu désormais un réflexe. Il y a 10 ans, ce n'était pas la même chose. Aujourd'hui, on démarre des opérations sur un CRM, que ce soit HubSpot ou un autre. On a ce besoin de challenger nos processus, d'aller chercher des bonnes pratiques. Et ça, on va le faire en s'appuyant sur des partenaires. Donc, peut-être le pan le plus important de l'écosystème que tu déclarais. Il y a les outils, bien sûr, mais il y a aussi la capacité à pouvoir travailler avec des experts qui sont des partenaires de ces outils-là. Ok, super. Merci beaucoup. Pierre-Luc, de ton côté? On utilise beaucoup de suites logicielles qui ressemblent à ce qui est utilisé chez Unito. En plus de ça, on utilise Hotjar qui permet de faire du recording. Donc, ça nous donne un peu de contexte sur quel est l'intérêt des gens, qu'est-ce qu'ils recherchent exactement. Bien entendu, on a de l'info qui vient à partir de notre plateforme, de notre solution directe. On a, au niveau de l'écosystème, on a été en self-serve pendant très longtemps. J'avais une rencontre hebdomadaire avec mon partenaire. Là, on passe environ 2 heures dans l'amélioration continue là, des processus puis d'HubSpot. Donc, on a fait ça pendant un certain temps. Puis maintenant, je travaille avec Auxilio. Puis en fait, c'est exactement la même plage horaire puis la même durée. Donc, mais on travaille avec des professionnels. Puis on a réparé, je pense qu'on avait réussi à développer
beaucoup de choses au fil du temps. On est en train de réparer des petites choses, des orientations qui ont changé basées sur des cas d'usage. Au niveau de l'écosystème, l'info est riche, là, le support est riche, le site web est riche, la doc est assez bien faite, les vidéos, tout ça. Donc, on est capable d'être autonome à, je sais pas, 75-80% peut-être là, pour des petites choses assez simples que d'autres personnes sont déjà passées par là. Donc, en faisant des simples recherches là, avec l'écosystème HubSpot, on est capable d'arriver à nos fins. Pour des choses plus spécialisées, c'est vraiment pratique d'avoir un channel Slack directement avec vous, puis avec toi, entre autres, Emmanuel. Ça aide vraiment à aller plus loin, plus rapidement, avoir plus de vision, avoir un aspect un peu plus stratégique. Là. Donc, Ok, super, merci. Donc, si je résume au niveau de l'écosystème d'outils, on parlait d'enrichment tout à l'heure, Hassen, donc Zoom Info pour vous deux, de ce que je comprends. Vous utilisez Sixtent aussi, tu citais Mathias, sur une portion un peu plus comportementale, c'est ça? C'est à la fois l'enrichissement de données, puis la partie qu'on appelle intent, donc intention. C'est du tracking de keywords et on est capable de savoir quelle société est intéressée par tel mot-clé. Donc, c'est à la fois enrichissement de données, puis enrichissement sur les intentions effectivement, de ces prospects. Une chose qui est peut-être différente entre Opkio et Unito, on est un peu plus petit. Donc généralement, c'est le trigger là, à partir de où est-ce qu'on fait les choses automatisées puis où est-ce qu'on fait les choses de façon manuelle. On utilise aussi d'autres outils. On ne se fie pas sur une seule source de données. On utilise Lusha, entre autres. Donc, il y a de l'enrichissement de données qui se fait aussi de façon manuelle. Chez Unito, ils utilisent 3 plateformes, puis je suis certain qu'à 3 plateformes, ils n'arrivent pas à 100% de l'enrichissement de données. Donc, tu sais, il y a des choses qui vont être extraites manuellement à partir de LinkedIn, par exemple, ou des choses comme ça. Donc il y a quand même certaines étapes du processus d'enrichissement de données qui doivent être faites par les accounts exécutifs, puis qu'on s'attend à ce qu'ils soient faites par les accounts exécutifs de façon manuelle. Ouais, je trouve que ça, c'est important de le dire. Merci Pierre-Luc. Parce que tout ne va pas venir comme ça des bases de données, même si Zoom Info ou Sixtent sont des très bonnes bases, on s'entend. C'est important qu'il y ait un travail humain qui soit fait pour enrichir la data. Absolument. Ok, merci. Je vous propose qu'on aille sur la dernière slide qui est, attention, vos conseils. Donc, si aujourd'hui vous deviez un peu donner 1 ou 2 conseils à quelqu'un qui soit hésite à se lancer sur HubSpot, soit déjà HubSpot, mais se dit ouais, mon processus de vente, j'arrive pas vraiment à l'optimiser. Et peut-être pour ouvrir la danse, je vais donner un conseil que je pense que vous rejoindrez tous les deux. Sinon, n'hésitez pas à le dire. C'est penser toujours que HubSpot, comme toute autre plateforme, c'est pas un projet one-shot, c'est un outil évolutif. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, vous faites ça comme ça dans HubSpot avec tel processus et telle ressource humaine qui fait telle chose que, admettons, les résultats sont pas rencontrés, qu'il faut abandonner ou se dire « Ah non, mais ça marche pas, l'outil, voilà, je le supprime de ma base de données d'outils, puis je veux passer à autre chose. » Non, je pense que c'est vraiment, puis au fur et à mesure qu'on se parlait avec Mathias et Pierre-Luc, on s'en est rendu compte, c'est quelque chose qu'il faut vraiment ajuster au fil du temps. Il faut optimiser, il faut tester, il faut demander à vos utilisateurs aussi qu'est-ce qu'ils en pensent, comment ils font les choses, comment ça répond à leurs besoins. Donc, ce n'est pas forcément juste de l'information ascendante des exécutifs jusqu'au terrain. Il y a aussi de l'autre côté, faut que ça remonte un petit peu. Donc, moi, mon conseil, et puis vous me direz si ça rejoint un peu ce que vous pensez, c'est de vraiment tout le temps faire évoluer vos processus, faire évoluer l'outil, faire évoluer les intégrations avec l'outil, donc tout l'écosystème dont on parlait, que ce soit des outils d'enrichissement de data ou autre chose. Pensez évolution, changement. Je sais que le mot changement fait un peu peur, mais c'est important quand on se lance dans une plateforme comme ça, de savoir qu'il faut la faire évoluer en même temps que l'entreprise, elle évolue. Et puis, je ne sais pas si, Pierre-Luc, tu veux rebondir sur ça.
Ben, le changement, mais c'est le changement continuel. J'avais vu une question d'Hassan un peu plus tôt par rapport au lead scoring. Tu sais, chez nous, on est rendu à la 3e version de lead scoring, puis je suis encore relativement fier de la première version qu'on avait mis en place, c'est-à-dire qu'elle avait des gains, la 2e était meilleure, la 3e va être encore meilleure. Donc, c'est vraiment des choses qui sont évolutives. Je pense pas que c'est une bonne pratique de tout arrêter sa business pour se concentrer dans le CRM, puis ensuite lâcher le CRM pour retourner à business. Là, les deux sont intrinsèquement reliés. Donc, c'est pour ça que chez nous, c'est vraiment un processus d'amélioration continue. Donc, ça, des fois, c'est surtout quand on est entrepreneur, là, on aimerait ça être déjà 2 ans plus loin parce qu'on a une vision, mais c'est ça, on le traduit comme une vision, puis on essaie de faire les changements petit à petit. Puis quand on regarde derrière, 1 an derrière, 2 ans derrière, 3 ans derrière, ben, on est capable de voir la progression qui est faite. Donc, nous, la variable qu'on utilise, c'est vraiment à chaque fois, on se pose la question, OK, ben, si j'investis 10, 15, 20 heures dans l'automatisation de ce processus-là, est-ce que j'ai un gain? Est-ce que je sauve 20 heures dans le prochain 3 mois, 6 mois, 1 an? Non, ben, on va continuer de façon manuelle, puis on va mettre l'énergie ailleurs. Donc ça nous aide beaucoup à prioriser. Là. Sur quoi est-ce qu'on devrait travailler? Où sont les quick wins? Ok, super. Mathias, est-ce que tu voulais compléter sur ça? Je suis vraiment d'accord avec ce que tu avais dit. Je challengeais le status quo en permanence, que ce soit les outils ou les stratégies de toute manière. Donc, il n'y a rien de fixé dans les opérations de CRM. Le scoring que mentionnait Pierre-Luc, c'est un excellent exemple, mais il y en a tellement d'autres. C'est des choses, c'est un animal vivant, littéralement, hein, le CRM, et ça doit suivre. Non, moi, le conseil que je donnerais, c'est de prendre appui sur des plateformes comme HubSpot pour aller regarder les problématiques d'alignement. Moi, c'est la première fois que j'ai utilisé un outil qui était aussi satisfaisant de ce point de vue-là. C'est-à-dire que on n'est pas concentré que sur les activités marketing. On peut créer des ponts, littéralement, des ponts, des automatisations entre les équipes. Et ça, c'est une valeur qui est inestimable, à la fois dans l'outil, mais aussi d'un point de vue stratégique. Quand j'en parle avec mon CEO ou avec nos execs, mais ça simplifie beaucoup de choses. Puis c'est des maux de tête qu'on n'aura pas besoin de subir quelque part. Donc je dirais qu'on utilise une plateforme comme HubSpot, aller regarder ces alignements, puis voir un petit peu le potentiel qu'on a d'intégrer les données de support avec les données marketing avec les données de vente, etc. Si je pouvais peut-être ajouter un point, là, il n'y a pas si longtemps que ça, on disait qu'il y avait 2 façons là, d'aborder l'intégration d'un outil comme un CRM ou un ERP. C'était soit d'adapter tes processus à l'outil ou d'adapter l'outil à tes processus. Puis c'était comme 2 grandes solitudes. C'était soit un, soit l'autre. J'ai toujours trouvé plus facile d'adapter des processus à l'outil parce que les outils étaient souvent inflexibles ou demandaient trop de temps d'intégration. Avec HubSpot, il y a un agréable mélange des deux, c'est-à-dire que à chaque fois, ça vaut le coup de se poser la question, OK, est-ce que c'est un processus qui est compliqué à changer à l'interne pour s'adapter au comportement natif de l'outil? Non? Ben, allons-y, prenons le behavior natif. Puis si on pense qu'on est un peu différent des autres ou que c'est un processus qu'on ne veut pas ou qu'on n'a pas un combat qu'on n'a pas envie de mener, ben dans bien des cas, il y a moyen quand même d'adapter l'outil à nos processus. Donc, je pense que c'est une force assez importante d'HubSpot qui est un agréable mélange des deux. Là. Il y a une certaine flexibilité. Puis l'intégration, contrairement à d'expériences d'amis qui utilisent Dynamics ou NetSuite dans notre ancienne vie, c'était un chaos total. Là, l'intégration, ça demandait des codeurs et des intégrateurs. Avec HubSpot, je pense que c'est la flexibilité de l'outil permet quand même de s'adapter plus facilement. Ok, super. Sur ça, je rajouterais peut-être aussi, tu parlais tout à l'heure, Mathias, aussi tu sais, de se comparer un petit peu. En fait, je trouve que HubSpot, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une telle communauté que c'est possible d'aller chercher des cas d'usage, bah, comme vous êtes un petit peu rencontrés, mais finalement, c'est grâce à la communauté HubSpot, partenaire HubSpot, de comparer ces cas d'usage, de dire est-ce que ce qu'ils font eux, je pourrais pas l'essayer pour voir ce que ça donne chez moi, etc. Et moi, je trouve ça intéressant parce que c'est un des outils sur lequel il y a la plus grosse communauté qui partage des retours d'expérience, des workflows, des choses comme ça. Et je trouve que ça nourrit énormément la réflexion qu'on peut avoir en interne de se comparer, c'est important.
juste pour rebondir là-dessus, parce que j'adore cet exemple-là, la communauté est tellement importante que vous pouvez, moi ça m'arrivait la dernière fois, j'étais sur mon fil LinkedIn, et un contact à partager son workflow, la manière dont il utilise HubSpot, tout ça, c'est extrêmement rare d'avoir des utilisateurs de SaaS qui sont là à partager leurs bonnes recettes d'automatisation. C'est quelque chose que j'ai rarement vu, en tout cas, que je n'ai pas vu avec Salesforce, que je n'ai pas vu avec un Marketo. Avec HubSpot, c'est génial, on peut aller prendre des bonnes pratiques toutes faites, des recettes techniques toutes faites aussi, c'est extrêmement plaisant aussi. Ok, il nous reste 10 petites minutes. On va passer aux questions-réponses, si vous le voulez bien. J'ai une première question. Alors, on va peut-être pas toutes les traiter, désolé. Puis, si vous en avez un petit peu plus, toutes les personnes qui sont là, n'hésitez pas à nous contacter par la suite. Donc, j'ai une question de Hassem qui dit quelles sont les définitions pour vous de chacune des étapes du cycle de vie? Alors, je vais reformuler peut-être un petit peu pour préciser la question. Est-ce que vous utilisez un cycle de vie normal, basique, donc lead, MQL, SQL, customer, etc. Et pour vous, c'est quoi, grosso modo, un MQL, c'est quoi un SQL? Voilà, je vais peut-être diriger la question vers une personne, puis on prendra une autre question avec une autre personne. Pierre-Luc, est-ce que tu es OK pour y aller? Oui, puis en fait, ça aussi, ça a quand même été une cible mouvante au travers des années, c'est-à-dire qu'on a essayé de vraiment s'adapter à ce que HubSpot suggérait. On en avait fait notre interprétation. Pour nous, avant, un lead, c'était une compagnie, c'était pas un contact. Donc ça, c'est un gros pivot qu'on est en train de faire pour pouvoir travailler avec le nouvel engin lead. Puis ça, on avait énormément de difficultés à croiser nos données, mais on a travaillé très, très longtemps avec le cycle de vie d'une compagnie, en fait, à travers Opkio. Puis maintenant, on travaille avec le cycle de vie d'un contact. Un lead, c'est quelqu'un dont on a les coordonnées. Donc, on est allé les chercher en inbound ou en outbound, mais on a ses coordonnées. On n'a pas nécessairement plus de critères que ça. C'est vraiment l'aspect scoring qui va nous permettre de passer d'un lead à un MQL, c'est-à-dire qu'on est capable de l'identifier à une compagnie d'une certaine taille, d'un certain persona, tout ça. Après ça, c'est dirigé vers l'équipe des ventes, process manuel, est-ce vraiment un bon lead? C'est là où il va devenir un SQL, un Sales Qualified Lead. Puis ensuite de ça, ben, on va éventuellement ouvrir un deal, des opportunités pour l'amener comme client. Puis, au fur et à mesure là, de la progression du lead, on va utiliser les statuts. Là. Donc, est-ce qu'on a réussi, est-ce qu'on a essayé d'outreach cette personne-là? Est-ce qu'on a essayé de communiquer avec elle? Oui, bon, elle est attempting to contact. Est-ce qu'on a réussi à connecter avec elle? Ben, elle devient connected, ainsi de suite. Donc, on a-tu réussi à faire une démo? Il devient une progress. Est-ce que la personne est qualifiée lors de la démo puis on veut passer aux prochaines étapes? Ben, on va faire une opportunité. On a une petite distinction. Là, si la personne n'est pas qualifiée, on la met en qualify, mais si le timing n'est pas bon, nous, on va utiliser l'aspect bad timing pour dire ben, on veut faire on ne la met pas aux poubelles. Là, on a l'intention de lui reparler puis de générer une tâche puis de lui reparler dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, peu importe. Ok, super, merci pour les précisions. Je vais prendre une autre question pour toi, Mathias, si tu veux bien. Comment expliquez-vous la différence entre les workflows et les séquences nous demande Anne-Sophie. Oui, c'est une excellente question. Les workflows sont... ça dépend du type d'email qu'on va envoyer, en fait, à la fin de la journée. Donc, les workflows, c'est pour des emails marketing et des cas d'usage d'automatisation à grande échelle. Donc, ça va être... C'est des emails qui vont être envoyés par HubSpot eux-mêmes, qui vont mettre en cause la réputation de notre domaine, dans le même sens, mais c'est vraiment un outil marketing, c'est pour faire des automatisations à grande échelle et envoyer des emails automatisés à des milliers de contacts. De l'autre côté, séquences, c'est des emails de vente, donc ce n'est ni plus ni moins, les séquences sont ni plus ni moins qu'une manière d'envoyer plusieurs emails en même temps au travers de son inbox personnel. Donc, ce qu'on voit dans les séquences d'HubSpot à la fin de la journée, c'est la même chose que ce que tu ferais dans ton Gmail. Sauf que HubSpot te donne juste des outils pour envoyer un template à 10, 15, peut-être 100 personnes au maximum. Mais c'est vraiment du one versus one. Nous, ça nous est arrivé, en tout cas des vendeurs ont essayé de faire ça. Dès lors qu'on envoie via des séquences plus de 200, 300 emails, on va être bloqué
par des outils comme Gmail, comme Outlook ou autre. Parce que c'est vraiment pas la même chose. Donc, workflow, automatisation à grande échelle, marketing email, classique, traditionnel. Et séquence, c'est du one-to-one. C'est des emails de vente, comme si j'écrivais un email maintenant depuis mon Gmail. Ouais. Et je vais peut-être rajouter séquence, donc c'est plus des emails individuels, mais quand même automatisés, puisque tu peux avoir une espèce de séquence. Donc, tu peux automatiser à la fois des emails, mais aussi d'autres types d'actions. Ça peut être des tâches, des rappels, des calls, etc. Mais là où je rejoins effectivement Mathias, c'est que c'est beaucoup plus personnalisé dans le sens individuel, la séquence. C'est vraiment pas on envoie un email de masse avec une séquence, non, surtout pas. Bon, ça, c'est l'utilisation des workflows marketing pour le coup. Ouais, vas-y, Mathias, vas-y. Je voulais pas te couper. Non, c'est correct, oui. Donc, aussi, il y a dans les workflows, il y a tout l'aspect operation, marketing ops, sales ops, là, de changement de statut en fonction de X, Y, Z critères et tout ça, là, qu'on n'a pas de point de vue séquence. Oui, les workflows admin, qu'on appelle nous admin, en tout cas, c'est la possibilité de changer automatiquement telle propriété, tel statut, etc. Donc, ou faire de la synchro entre des systèmes, ou venir aller faire des appels à des API, tout ça. Ça va beaucoup plus loin dans les workflows. Séquences, c'est vraiment pour de la communication. Effectivement. On est sur la fin. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, on va devoir se dire au revoir. Merci beaucoup pour votre participation à tous et à toutes. Un grand merci Pierre-Luc, un grand merci Mathias. J'espère que ça vous a fait plaisir de partager votre expérience. En tout cas, ça a fait plaisir à écouter. Absolument. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. 100%. Merci à toi, Emmanuel. Merci à toi, Louis. Puis merci, Pierre-Luc, aussi, pour ta participation. Avec merci plaisir. À tout le monde. Avec plaisir. On est toujours très content de recevoir des membres de la communauté HubSpot, d'autant des gens avec lesquels on travaille chez Auxilio. Donc, je vous dis à tous et à toutes au prochain Hug. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la page du French Tech Hug pour être au courant de tous les événements qui vont venir dans les prochains mois. Et je vous souhaite une bonne journée, bonne matinée ou bonne fin d'après-midi pour ceux qui sont sur l'autre continent. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Salut. Bye bye.